Bonjour Jean-Yves Carfentan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous publiez Brésil, les illusions perdues du naufrage au redressement aux éditions François Bourin. Vous êtes vous-même diplômé d'économie et de philosophie. Vous êtes un spécialiste des questions agricoles, des investissements et des marchés agricoles. Invité par le passé comme professeur dans plusieurs universités en France et à l'étranger. Vous avez écrit une dizaine de livres parmi lesquels on peut citer la mondialisation, la mondialisation déloyale, le choc alimentaire mondial ou le défi chinois. Vous connaissez bien le Brésil depuis plus de 30 ans, je crois, et vous y vivez depuis 2002. Alors, pourquoi ce géant de plus de 210 millions d'habitants, je le rappelais, première puissance sud-américaine, 8e puissance mondiale, est-il le pays des illusions perdues ? Il est le pays des illusions perdues parce qu'il s'acharne à répéter depuis des années un modèle économique qui a fonctionné une époque, en gros entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 60, économie fermée, fortement dépendante de l'État, avec l'utilisation des marchés intérieurs. Il ne s'est pas assez ouvert, il n'a pas assez redéployé l'action publique. Et on aboutit finalement aujourd'hui à une impasse parce que c'est un pays qui est un peu déconnecté de la mondialisation. Voilà, on peut dire que pendant des années, en fait, le Brésil a connu une sorte de capitalisme d'État. Vous venez de le dire vous-même, déconnecté de la mondialisation. Un petit peu, le Brésil était en dehors du monde. C'est un pays extrêmement protégé. C'est probablement un des pays les plus isolés du monde en termes de flux commerciaux. Le total des échanges du Brésil, c'est à peine 25% du PIB, importation et exportation. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est un pays qui ne s'intègre pas dans les grandes filières internationales, à l'exception de quelques secteurs comme l'agro-industrie et l'agriculture, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu développer ses propres industries, sa propre économie basée sur la consommation intérieure. Derrière cette orientation, il y a une vieille histoire d'un capitalisme qui a été habitué à dépendre de l'État, à rechercher des faveurs auprès de l'État, des protections, et qui n'a pas assez développé une stratégie de conquête de marché sur le plan intérieur comme sur le plan international. Alors, sous le double mandat du président Lula, vous en parlez dans le livre, de 2003 à 2011, le Brésil a connu ce que vous appelez un moment magique. Il y a eu une très forte croissance annuelle, entre 4 et 7% chaque année, un programme social fameux, la Bolsa Familia, qui a fait sortir des dizaines de millions de Brésiliens de la pauvreté. C'était vraiment une parenthèse magique dans l'économie brésilienne. Alors l'expression « moment magique » ne relève pas de moi, c'est une expression que le président Lula, à l'époque, a répétée à satiété. On a eu effectivement une période de croissance relativement importante jusqu'en 2010-2011. Malheureusement, cette période de boom n'a pas été utilisée pour engager les réformes fondamentales qui auraient permis de débloquer la croissance dans ce pays, de la rendre moins injuste, de réduire les inégalités sur le fond. On n'a pas réformé la fiscalité, on n'a pas ouvert l'économie, on n'a pas investi en infrastructures ou pas assez, on n'a pas investi dans les infrastructures sanitaires de base, etc. etc. Et dans l'éducation, vous en parlez beaucoup, on va en parler d'ailleurs. Mais c'est un pays très archaïque, c'est un pays très conservateur, le Brésil. C'est un pays, vous venez de le dire aussi, avec des inégalités sociales et économiques extrêmement fortes. C'est un pays où, je dirais, la classe politique a gardé des réflexes archaïques de clientélisme, de recherche de faveurs auprès de l'État, de captation de rentes. Mais la population, et c'est justement là l'évolution des 5 ou 6 dernières années, la population a beaucoup évolué, a acquis des connaissances, une éducation en dépit de toutes les difficultés. Et aujourd'hui, exige d'avoir accès à des services publics de qualité suffisante, à la sécurité, à des perspectives d'évolution et à des opportunités en termes de mobilité sociale. Alors, un mot encore sur l'actualité, j'allais dire, sur la politique brésilienne relativement récente. Donc, après Lula arrive Dilma Rousseff, la première femme à présider le Brésil. On peut dire que sous Dilma Rousseff, c'est un retour à l'interventionnisme d'État, à l'endettement public, et le pays est en récession. Je crois qu'il y a eu, dans les premières années de Lula, en gros entre 2003 et 2005, un bon gouvernement. Lula a été à ce moment-là un président pragmatique qui a amené la société brésilienne à s'interroger sur les inégalités de revenus, de genre, de race. À partir de 2005, les choses ont commencé à se gâter, car au lieu de penser à transformer le Brésil, le gouvernement a surtout cherché à assurer sa pérennité. Quand la crise mondiale de 2008-2009 éclate, le Brésil est atteint, et à ce moment-là, la seule réponse que le gouvernement de Dilma Rousseff trouve, c'est d'accroître de manière disproportionnée les dépenses publiques.
on fait comme si, en injectant des ressources publiques dans l'économie, on allait réveiller un corps qui était déjà très fragilisé. Alors, économie fragilisée. En 2016, je pense que c'est le 31 août 2016, elle est définitivement révoquée, Dilma Rousseff, destituée. Ses partisans ont parlé à ce moment-là d'un coup d'État institutionnel. Est-ce que vous partagez ce point de vue, cette analyse? Je fais partie d'une génération qui sait ce que c'est qu'un coup d'État. Un coup d'État, ça signifie la suspension de la Constitution, l'instauration d'un pouvoir totalement arbitraire. En l'occurrence, la Constitution a été parfaitement respectée. La destitution a été décidée au terme d'une procédure extrêmement longue, accompagnée, pilotée par la Cour suprême. Toutes les règles de procédure ont été respectées. Je dirais que plutôt qu'un coup d'État, on a eu affaire à une rupture politique au sein même de l'Alliance qui unissait Dilma Rousseff et le parti de Michel Temer qui lui a succédé. Ouais. Michel Temer qui faisait partie absolument de la coalition au pouvoir sous Dilma Rousseff. Il y avait une alliance donc, depuis 2003. Il est considéré comme certains comme un traître. Je dirais que Michel Temer a assumé le pouvoir parce qu'il considérait à ce moment-là que le Parti des travailleurs de Dilma Rousseff et de Lula n'était plus capable de gérer le gigantesque système de captation de fonds publics et de détournement qui avait été mis en place depuis plusieurs années. Vous diriez qu'il y a une séparation des pouvoirs au Brésil, que la justice est impartiale, indépendante du pouvoir politique? Rien n'est parfait. Rien n'est parfait. Mais quand je vois dans des journaux français d'anciens responsables politiques français, d'une certaine manière, s'attaquer à la justice brésilienne en disant que Lula doit être candidat. Alors, je vous interromps, vous faites allusion donc à cette déclaration qui a été signée donc par plusieurs anciens premiers ministres ou présidents, parmi lesquels François Hollande, Romano Prodi, Enrico Letta, on les a cités tout à l'heure, Elio Di Rupo, José Luis Zapatero, l'espagnol, en demandant que Lula puisse en fait se présenter aux élections qui vont avoir lieu en octobre prochain. Que dirait-on si des hommes politiques brésiliens demandaient à ce qu'une personne en Europe condamné en seconde instance, dont tous les recours jusqu'à présent auprès de la Cour suprême ont été rejetés, appuyait donc l'idée de la candidature de cette personnalité. À partir du moment où la loi brésilienne prévoit qu'une personne condamnée est encore une fois au terme d'un long processus, et il y a d'autres investigations derrière sur d'autres affaires, ne peut pas se présenter, cette loi doit être respectée. Alors, Lula a été en prison pour des affaires de corruption. Il aurait reçu un appartement d'un groupe immobilier en échange de contrats du groupe Petrobras, qui est le grand groupe pétrolier brésilien. La corruption au Brésil, elle touche tous les partis politiques, pas seulement le Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs n'a rien inventé en la matière. Il a un peu poussé, développé une vieille tradition malheureusement dans la vie politique. La vie politique brésilienne est organisée autour de partis qui, pour la plupart, ne sont pas des regroupements idéologiques bien définis. Ce sont des comptoirs de commerce. À partir du moment où vous voulez mon appui, il faut que vous me fournissiez des avantages. Donc la corruption fait partie en fait du système politique. Des groupes de pression qui ont pour fonction de capter des rentes, de capter des faveurs, d'obtenir des avantages des pouvoirs publics. Et donc, à partir de ce moment-là, tous les mécanismes de corruption, de pot de vin, de détournement de fonds, de financement parallèle des partis politiques sont effectivement à l'œuvre et depuis très longtemps. La nouveauté, je le répète, c'est que depuis quelques années, la justice brésilienne commence à faire son travail. Elle n'est pas évidemment complètement indépendante, elle a ses faiblesses, mais elle a commencé depuis quelques années un travail que je considère comme une mutation très positive pour le pays. D'ailleurs, le président actuel, Michel Temer, est lui-même fragilisé sous la menace de plusieurs enquêtes judiciaires, comme plein d'autres d'ailleurs responsables politiques brésiliens. Est-ce que le peuple brésilien a encore confiance dans sa classe politique? Alors, il y a effectivement, comme dans tous les pays, une grande distance qui existe entre la population et la classe politique. Elle est encore plus importante au Brésil parce que nous sortons de toute une période, je dirais, de lessivage, de dénonciation qui concerne pratiquement toutes les forces politiques. Il y a une sorte de désespérance. Néanmoins, cette expérience a été aussi quelque chose qui a apporté de la lucidité, de la maturité civique. Vous dites que les Brésiliens croient encore aux hommes ou aux femmes providentielles et que ça pourrait d'ailleurs se jouer. Il va y avoir des élections en octobre prochain. Quel est votre pronostic? Vous pensez d'abord que Lula va pouvoir, malgré le fait qu'il soit en prison, se présenter? Je ne crois pas. Si la loi était transgressée, et encore une fois, il s'agit de la loi, si la loi était transgressée, le pays passerait par une crise sociale et politique d'une extrême gravité, et on ne peut pas exclure à ce moment-là des changements, des ruptures institutionnelles
tout à fait importante. D'ailleurs, vous le dites dans votre livre, si le Brésil, au-delà d'ailleurs de cet épisode politique du mois d'octobre, échoue à se réformer d'une manière plus générale, vous redoutez ce que vous appelez un chaos social et politique. Nous avons devant nous une vingtaine ou une trentaine d'années. Pendant laquelle la population brésilienne va être encore suffisamment jeune. C'est un pays qui a encore beaucoup de jeunesse. Nous avons la possibilité d'utiliser ce bonus démographique pour commencer à engager des changements. Avant 2022, qui pour moi est un cap, c'est les 200 ans d'anniversaire de l'indépendance. Ouais. C'est vraiment une période décisive qui commence. Vous évoquez à la fin de votre livre 3 scénarios pour le Brésil de demain, pour ce 200e anniversaire de 2022. Et au cœur des réformes, j'en citerai qu'une qui est indispensable selon vous, c'est l'éducation. C'est vraiment la priorité des priorités. C'est l'éducation parce que nous savons que l'éducation de base, bien organisée, est un facteur très efficace de réduction des inégalités. Elle ouvre des opportunités à toutes les catégories sociales et c'est un enjeu extrêmement important parce que je crois qu'au Brésil, comme ailleurs dans le monde, nous entrons dans une économie où les connaissances, le savoir-faire, la matière grise vont devenir des données absolument essentielles. Oui, trop longtemps, le gouvernement brésilien a soutenu l'enseignement supérieur, les universités et pas suffisamment l'enseignement fondamental primaire. On a négligé pendant des décennies l'enseignement de base. On attendait précisément de Lula des changements importants dans ce domaine qui ne se sont pas produits. Il est grand temps de s'y mettre. Merci beaucoup Jean-Yves Carfentan pour ce livre passionnant donc sur les illusions perdues du Brésil, du naufrage au redressement, on l'espère, donc aux éditions François Bourin. Merci. Merci à vous.